Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous continuons notre étude des mouvements, de la description des mouvements des objets, avec pour commencer la définition d'une nouvelle grandeur que vous ne connaissez pas a priori pour l'instant, qu'on appelle le vecteur déplacement. Alors pour illustrer ce qu'est le déplacement d'un objet, un mot que vous utilisez probablement dans le langage courant, mais qui a une signification bien particulière en physique, nous allons prendre comme exemple un objet qui va se déplacer sur une carte entre un point et un autre. Ici, vous voyez cette marque qui représente un point, et ici en bas, cette marque qui représente un autre point. Donc un objet, ça peut être une personne, ça peut être une voiture, peu importe, va se déplacer de ce point à ce point-là. Alors pour aller d'un point à un autre, il existe une multitude, en réalité une infinité, de trajets possibles, de trajectoires possibles, de chemins possibles pour aller de ce point à ce point-là. Alors, il faut tout de suite qu'on se mette d'accord sur une chose, dans le reste du chapitre, les points, les positions seront généralement désignés par la lettre M. Alors nous appellerons le point M ici le point de départ, et le point M' le point d'arrivée. On va tout de suite le placer sur notre carte. Voilà, point M pour point de départ, et point M' pour point d'arrivée. Et donc pour aller du point M au point M', pour aller, je ne sais pas, de la maison jusqu'au stade là-bas, eh bien on peut par exemple suivre cette trajectoire, ou encore cette trajectoire-là, ou encore celle-ci, et bien sûr, vous imaginez bien que je peux faire ici des centaines, des milliers, une infinité de trajectoires différentes. Cependant, ces trajectoires, toutes ces trajectoires ici, ont un point commun. Elles ont des différences, mais elles ont aussi un point commun. En termes de différence, on peut parler par exemple de distance. Alors la distance est définie comme étant la longueur de la trajectoire, si on comptait tous les mètres, tous les centimètres que la personne a parcouru pour faire chacune de ces trajectoires. Et évidemment, ici, d'une trajectoire à l'autre, la distance peut être différente. Je ne sais pas, peut-être que cette trajectoire-là, par ici, est finalement une trajectoire plus longue en termes de distance que celle-ci ou celle-là. Bon. Par contre, même si les distances sont différentes d'une trajectoire à une autre, eh bien, ces trois trajectoires présentent exactement le même déplacement. Alors, c'est quoi le déplacement? Si je dis que ces trois trajectoires ont le même déplacement. Eh bien, le déplacement est défini, on va le donner la définition ici. Le vecteur déplacement est le vecteur qui unit en ligne droite, forcément parce que c'est un vecteur, le point de départ au point d'arrivée. Un peu comme si on allait du point M au point M' à vol d'oiseau en ligne droite. Donc, voici, représenté en rouge ici, le vecteur déplacement M'. Voilà, c'est tout simplement le vecteur qui unit le point de départ et le point d'arrivée d'un mouvement. Définition, je pense, relativement simple. Et nous pouvons aussi définir la longueur du déplacement, donc la valeur du déplacement, dont l'unité de mesure dans le système international SI est le mètre, un déplacement ça se mesure en mètres, si nous possédons, vous l'avez vu ici apparaître, une échelle de représentation de distance sur la figure ou sur la carte. Donc ici, si je pars du principe que cette portion représente 500 mètres dans la réalité, et donnant ici une estimative que cette portion, on la retrouve environ, allez, je dirais 6 fois dans ce vecteur déplacement, eh bien, je peux considérer que le déplacement est ici d'environ 3000 mètres. Alors, prenons une situation maintenant un peu plus en détail et rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc, nous allons suivre le mouvement d'un objet. Et l'objet que je vais choisir ici est une petite abeille qui se déplace en volant, je ne sais pas, de fleur en fleur, hein, et en train de butiner. Et je vais suivre alors la trajectoire de cette abeille que je vais tracer par cette ligne que vous voyez ici en pointillé. Donc voilà, une trajectoire complètement aléatoire. Et on va supposer que nous avons fait le pointage chronophotographique des positions occupées par l'abeille au cours de son déplacement. En gros, je vous rappelle que ça veut dire qu'on va enregistrer la position de l'abeille comme si on prenait des photos à intervalles de temps réguliers. Nous obtiendrons alors une succession de points, des points M, que l'on va placer au long de cette trajectoire, et entre chaque point M consécutif, j'insiste bien, il se passe le même temps. Ces points seront numérés par un numéro qu'on appelle en général le numéro I croissant. Donc voilà, point M0, M1, M2, M3, donc les valeurs de I ici sont comprises entre 0 et 9. J'ai placé en fait 10 points, j'aurais pu en placer plus, bien sûr. On choisit la plupart du temps le point initial de l'étude comme étant le point M0. On commence à I égale à 0. C'est une habitude. Pas obligatoire, mais c'est une habitude.
Alors voilà, nous avons donc une succession de points marqués à intervalles de temps réguliers, comme si c'était, je le rappelle, on l'a vu antérieurement, une chronophotographie. Alors, question, juste pour s'entraîner ici à la représentation de vecteurs déplacement, je vous demande dans cette situation de représenter le vecteur déplacement M1, M6 et de déterminer la valeur du déplacement M1, M6. Eh bien, je rappelle, le vecteur déplacement est le vecteur qui unit en ligne droite directement le point de départ, qui va être donc ici le point M1, et le point d'arrivée, qui a été choisi ici comme étant le point M6. Donc c'est pas compliqué, c'est juste ce vecteur. Voilà le vecteur déplacement M1, M6. Je veux aussi déterminer la valeur du déplacement. Donc pour cela, vous l'avez vu apparaître ici en bas, il nous faut une échelle de représentation de distance. Et si cette portion vaut 2 mètres, et en partant du principe que cette portion, je la retrouve ici environ, je dis bien environ 5 fois sur la taille du déplacement, eh bien je peux dire que de M1 à M6, le déplacement est d'environ 10 mètres. On dit que la norme du vecteur M1, M6 est de 10 mètres. Allez, un dernier exemple pour s'entraîner une dernière fois. Cette fois, je demande de représenter le vecteur déplacement M3, M7, donc de la position initiale M3 à la position finale M7, et de donner la valeur du déplacement, bien sûr, en mètres. Donc on va tout d'abord tracer le vecteur déplacement de la position M3 à la position M7. Voici le vecteur déplacement. Et quelle est la valeur de ce déplacement en mètres? Eh bien, je reprends mon échelle, voilà, de 2 mètres pour cette portion, et si je la compare à la taille du vecteur déplacement, là, il va falloir qu'on fasse une approximation environ. Je n'ai pas ici un degré de précision très élevé, mais je peux dire qu'ici, le déplacement vaut environ 7,5 mètres. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce que c'est le vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, en vérité, il va nous servir pour parler d'un autre vecteur qui sera peut-être un peu plus important pour nous à la suite. C'est le vecteur vitesse. Et on verra deux vecteurs vitesse. D'une part, on va commencer tout de suite avec le vecteur vitesse moyenne, et puis on parlera ensuite du vecteur vitesse instantané. Le vecteur vitesse moyen se mesure entre 2 points, alors que le vecteur vitesse instantané se mesure en un point bien particulier. Mais commençons tout d'abord, donc Francis, par le vecteur vitesse moyenne entre 2 points. Alors on va tout de suite donner la définition. Le vecteur vitesse moyenne, qu'on va noter V moyen, d'un objet entre 2 points qu'on va appeler M et M', désignation générale, est tout simplement déterminé en faisant le rapport, le quotient si vous préférez, entre le vecteur déplacement, qu'on vient de voir, et la durée, l'intervalle de temps si vous préférez, notez delta t, le temps, la durée qui sépare la position M et la position M', donc le temps que l'abeille, dans notre cas, a mis pour aller du point M au point M'. Donc, voyons voir les choses concrètement. Je reprends donc mon cas de l'abeille, et je reprends en particulier le déplacement de l'abeille depuis le point M1 au point M6. Qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait déjà la valeur du déplacement. Mais, comme vous l'aurez compris, pour parler de vitesse, les informations telles que la position, distance, déplacement, qui sont des informations purement spatiales, ne sont pas suffisantes. On l'a vu dans l'expression, j'ai aussi besoin de savoir l'intervalle de temps. Concrètement, combien de temps est-ce que l'abeille a mis pour aller du point M1 au point M6, pour trouver mon delta t. Et ça, je ne vais pas vous le donner comme ça servi sur un plateau, mais je vais vous le donner d'une façon un peu plus indirecte. Lorsqu'on a parlé auparavant de chronophotographie, nous avions parlé de fréquence d'échantillonnage. Eh bien, je vous dis ici que la fréquence d'échantillonnage, j'ai pris une valeur, elle correspond ici à 4 quoi? Vous voyez ici, 4 Hertz. Qui se souvient, qu'est-ce que cela veut dire? Fréquence d'échantillonnage de 4 Hertz. Fréquence de photographie de 4 Hertz. Fréquence de pointage, si vous préférez, de 4 Hertz. Eh bien, on va rappeler qu'est-ce que ça veut dire. Le fait que la fréquence de placement des points est de 4 Hertz veut dire qu'on place un point à un rythme de 4 points par seconde. À chaque seconde, on place 4 points. Il y a un petit peu de raisonnement mathématique, nous dit bien sûr que ça veut dire qu'on place un point toutes les quarts de seconde, tous les 0,25 secondes. Ce qui veut dire donc aussi, dit d'une autre façon, que l'intervalle de temps qui sépare deux points consécutifs
est de 0,25 secondes. Alors ceci me permet de visualiser qu'entre chaque point consécutif, il y a 0,25 secondes qui s'écoulent. Bon, sauf que moi, je ne veux pas étudier ici tout le mouvement. Tout ce qui m'intéresse, c'est depuis le point M1 au point M6. Donc, je vais un petit peu effacer ici les intervalles de temps qui ne m'intéressent pas. Et donc, ce qui veut dire qu'avec cette visualisation, je l'espère, vous comprenez très facilement combien de temps s'est écoulé finalement entre la position M1 et M6. Eh bien, 0,25 secondes, plus 0,25 secondes, etc. Combien de fois? Eh bien, 5 fois. Donc, entre le point M1 et le point M6, il s'écoule un intervalle de temps, delta t, entre M1 et M6, équivalent à 5 fois 0,25 secondes, c'est-à-dire que l'abeille a mis 1,25 secondes pour aller de M1 à M6. Et j'ai maintenant, finalement, la valeur du déplacement, 10 mètres, et la valeur de l'intervalle de temps correspondant, 1,25 secondes. L'abeille a fait un déplacement de 10 mètres en 1,25 secondes. Je peux alors maintenant calculer la valeur du vecteur vitesse moyenne que nous allons représenter ensuite. Donc, tout simplement de la façon suivante, la vitesse moyenne sera alors le déplacement entre les points M1 et M6 à diviser par l'intervalle de temps correspondant. 10 mètres en 1,25 secondes, la vitesse moyenne de l'abeille a été de 8 mètres par seconde. Essayons de bien retenir cette valeur. Maintenant que nous avons la valeur de la vitesse moyenne, on va essayer de dessiner, de représenter, de schématiser le vecteur vitesse moyenne. Alors pour cela, il faut connaître quelques règles. Comment je vais représenter ce vecteur? Alors première chose, il va falloir une échelle de représentation. De la même façon que j'avais ici une échelle de représentation de distance pour dessiner des vecteurs de déplacement, il va me falloir une échelle de représentation de vitesse pour représenter des vecteurs vitesse. Et donc, j'ai choisi ici une échelle de représentation de vitesse où cette taille-là équivaudra à 4 mètres par seconde. Je rappelle, juste pour revenir en arrière 2 secondes, que notre vitesse moyenne était de 8 mètres par seconde. Donc, si cette portion représente 4 mètres par seconde, vous devinez déjà quelle taille aura mon vecteur. Je n'en dis pas plus. Il faut aussi savoir, et ça apparaît ici en haut en ce moment, que le vecteur vitesse doit être schématisé d'une façon bien particulière. À savoir que le vecteur vitesse a pour origine le point de départ, donc qui pour nous est ici le point M1, et que le vecteur vitesse est collinéaire avec le vecteur déplacement, représenté ici en rouge. C'est-à-dire que le vecteur vitesse moyenne que je vais faire juste après, il est aligné sur la même direction que le vecteur déplacement M1, M6. Donc, on est prêt à le dessiner. Voilà à quoi est-ce qu'il va ressembler. Origine au point M1, je trace le vecteur vitesse, collinéaire avec le vecteur déplacement, et avec une taille bien précise, sachant que la valeur de la vitesse moyenne est de 8 mètres par seconde, la taille de ce vecteur doit être le double de la taille de ce segment de l'échelle. Voilà comment est-ce qu'on construit le vecteur vitesse moyenne. J'espère qu'avec cet exemple, vous aurez compris. Passons maintenant à un autre vecteur qui sera lui aussi important dans notre étude des mouvements. Cette fois, ce n'est pas le vecteur vitesse moyenne entre deux points, mais oui le vecteur vitesse instantanée en un point bien précis. Comment je peux représenter le vecteur qui va illustrer la vitesse de l'abeille en un point bien précis? Bon, eh bien, la vérité, c'est que c'est impossible à faire. Du moins, pas avec les données que nous avons. Pas avec une chronophotographie. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, mais attention, on ne peut pas le faire exactement, avec exactitude. Néanmoins, vous allez voir qu'on va utiliser une méthode qui consiste en une approximation. Et cette approximation, elle sera d'autant meilleure, et ce ne sera pas forcément cette année que vous allez comprendre, il faudrait qu'on parle de limites en mathématiques, mais l'approximation sera d'autant meilleure que les photos, les points ont été marqués avec des intervalles de temps très courts, très proches entre eux. Donc, ça veut dire qu'il nous faudra une fréquence d'échantillonnage très élevée. Alors, définition à connaître. La vitesse instantanée en un point
en un point i. Je rappelle que i est le numéro du point. Ça va être, je sais pas, i égale à 3, ce sera notre point numéro 3. Eh bien, la vitesse au point numéro 3 est notée, pardon, excusez-moi, la vitesse au point i est notée vi, et en fait, par approximation, elle peut être assimilée à la vitesse moyenne entre ce point i et le point suivant, donc le point de numéro i plus 1. Ici, en écriture mathématique, donc, la vitesse instantanée au point i est en fait approximativement égale à la vitesse moyenne, que nous avons appris à faire juste avant, entre le point i lui-même et le point suivant, i plus 1. Et donc, elle peut être calculée en faisant le déplacement entre le point considéré et le point suivant, à diviser par l'intervalle de temps qui les sépare. Bon, ça peut avoir l'air d'être un petit peu compliqué comme ça. Donc, on va faire un exemple concret pour voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est une méthode à retenir. Alors, je reprends donc le cas de notre abeille et je vais supposer que je voudrais représenter la vitesse instantanée en un point. Et le point que j'ai choisi, ça va être le point numéro 3. Donc, je veux représenter la vitesse de l'abeille par un vecteur au point numéro 3. Je vais commencer par le calcul de cette vitesse. Donc, d'après la définition, je rappelle que la vitesse en un point i est égale à la vitesse moyenne entre ce point i et le point suivant, i plus 1. Donc, il est égal au quotient entre le déplacement entre i et i plus 1 à diviser par l'intervalle de temps qui les sépare, ces deux positions. Comme je veux déterminer la vitesse au point numéro 3, donc i égale à 3, eh bien, ce sera la vitesse moyenne entre le point M3 et le point suivant, donc M4, 3 plus 1, 4. Et donc, ce sera égal au déplacement entre le point M3 et le point M4, à diviser par l'intervalle de temps qui les sépare. Alors, voyons ceci tout d'abord en schéma. Donc, je veux déterminer la vitesse au point M3. Pour calculer cette vitesse, je dois d'abord déterminer le déplacement entre M3 et M4. En utilisant les échelles de distance, donc ici celle du bas, j'estime environ le déplacement entre M3 et M4 à 3 mètres. Il s'agit bien sûr ici d'une estimative. Et puis j'ai besoin aussi de savoir l'intervalle de temps delta t qui sépare M3 et M4. Nous l'avions trouvé tout à l'heure, il valait 0,25 secondes entre chaque position. Avec ces valeurs-là, donc 3 mètres en 0,25 secondes, je suis donc capable de calculer la vitesse au point numéro 3. C'est donc 3 mètres en 0,25 secondes, ce qui donne une vitesse au point numéro 3 de 12 mètres par seconde. Je sais donc à présent, avec une assez bonne approximation, que lorsque l'abeille est passée au point numéro 3, elle y est passée avec une vitesse de 12 mètres par seconde. Bon, maintenant, passons à la représentation du vecteur lui-même. Pour cela, il faut aussi connaître quelques règles. Le vecteur vitesse instantanée en un point MI a une certaine direction, un certain sens et une certaine valeur qu'il faut respecter. Donc, bien sûr, direction, sens et valeur, ça doit vous rappeler les caractéristiques des vecteurs que vous avez vus aussi dans les années précédentes, lorsque vous avez parlé des vecteurs force, des vecteurs vitesse, etc. Bon, la direction de la vitesse, du vecteur vitesse, doit être tangente à la trajectoire au point étudié, donc au point MI. Le sens du vecteur doit être celui du mouvement. Et la valeur qui va conditionner la taille du vecteur doit respecter la valeur qu'on a calculée précédemment, et bien sûr en se régissant par rapport à l'échelle de représentation des vitesses indiquée sur la figure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et on va attaquer tous ces points dans l'ordre. Donc je veux représenter le vecteur vitesse au point numéro 3. Je commence d'abord par m'intéresser à la direction de ce vecteur. La direction, c'est dit dans la définition, c'est la tangente au point. Alors comment je vais représenter la droite tangente à la trajectoire au point M3? Là aussi, on va utiliser une technique d'approximation, une technique relativement simple. Pour déterminer la droite tangente au point M3, on va considérer les points qui encadrent le point M3, donc le point M2 et le point M4. Je trace une droite qui passe par M2 et M4. Et ensuite, je vais déplacer cette droite de façon parallèle
pour obtenir une droite parallèle à celle que je viens de faire, celle-ci que je viens de tracer, mais qui passe par le point M3. Alors concrètement, quand ça se fait sur le papier, et si vous étiez au lycée dans les TP, vous auriez à le faire sur le papier, mais bon, là je vous le montre en version virtuelle. Concrètement, il faut s'aider d'une règle et d'une équerre. Donc, je prends mon équerre que je place sur la droite, je prends la règle et je déplace mon équerre sur la règle. J'obtiens alors une droite parallèle à celle que je viens de faire juste avant, mais qui passe par le point M3. Je peux maintenant me débarrasser de la droite que j'avais faite tout à l'heure, et de l'équerre et de la règle. J'ai maintenant la droite tangente à la trajectoire de l'abeille, et qui passe par le point M3. J'ai trouvé la direction de ma vitesse. C'est-à-dire donc que quand l'abeille est passée au point M3, la direction de sa vitesse était la direction de cette droite tangente. Voilà, le problème de la direction est réglé. Maintenant, il faut s'intéresser au problème du sens et de la valeur. Alors bien sûr, l'abeille ici, globalement, se déplace de la gauche vers la droite. Donc, sur cette droite tangente, je vais devoir faire un vecteur vitesse à partir du point M3 qui va vers la droite ou vers la gauche. Et bien sûr, c'est vers la droite. Et puis attention, avec quelle taille je vais représenter ce vecteur? Eh bien, je vous rappelle qu'on a calculé la valeur de la vitesse juste avant et qu'elle valait 12 mètres par seconde. Or, j'ai ici une échelle qui me dit que ce petit segment équivaut à 4 mètres par seconde. Donc, mon vecteur devra avoir environ 3 fois la taille de ce segment. Voilà, donc, au final, qu'est-ce que ça va donner? Vous le voyez ici en haut. Je vais peut-être vous le remontrer, le tracé. Voilà le vecteur vitesse de l'abeille au point numéro 3, qu'on va appeler la vitesse V3. Voilà toute la méthode que vous devez savoir appliquer. Comment tracer le vecteur vitesse en un point d'une trajectoire. Alors, passons au point suivant. Si j'applique la méthode que l'on vient de voir, pour tous les points que j'ai marqués sur la trajectoire, M0, M1, M2, M3, alors bien sûr c'est beaucoup de travail, mais au final je peux obtenir une figure un peu comme celle-ci. Voilà, je trace tous les vecteurs vitesse en chaque point de la trajectoire. Eh bien, l'analyse de ce diagramme me permet de caractériser le mouvement de l'abeille. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça me donne une vision globale de comment l'abeille s'est déplacée sur sa trajectoire, en termes de vitesse, et surtout en termes de deux points particuliers au sujet de la vitesse. D'une part, ça me montre bien les changements de direction que l'abeille a eu. Ici, au départ, plutôt une direction verticale, puis ici couchée, puis elle revient un petit peu vers l'arrière, puis retourne vers le haut. Donc, ça illustre, ça me donne une vision facile des changements de direction de l'abeille. Mais ce n'est pas le plus important, vous me direz, les changements de direction, on le voyait déjà rien qu'à la forme de la trajectoire. Mais on peut aussi avoir une information sur l'évolution de la valeur de la vitesse elle-même, en regardant la taille des vecteurs vitesse. Globalement, depuis le point M0 jusqu'au point M9, j'ai ici l'impression que la taille des vecteurs vitesse a diminué. Ce qui me laisse alors songer que l'abeille se déplace de façon de plus en plus lentement. On peut alors dire que le mouvement a été ralenti ou même décéléré. Voilà, donc l'observation de l'évolution, du changement du vecteur vitesse au cours du mouvement va permettre de caractériser le mouvement, de qualifier le mouvement, non seulement en termes de trajectoire, mais aussi en termes de vitesse. Et attention, ne négligez pas ceci qui peut avoir l'air d'être simple, je l'espère, mais ce sera un point important pour la suite du chapitre. En termes de trajectoire, si la direction est constante, donc si le vecteur se maintient toujours sur une même ligne, ce qui n'est pas le cas de l'abeille qu'on vient de voir juste avant, eh bien la conséquence c'est qu'on a un mouvement rectiligne. Alors que si la direction du vecteur change, eh bien ça origine un mouvement curviligne. Parlons maintenant de la norme du vecteur, c'est-à-dire de la valeur de la vitesse. Si la norme du vecteur, si la taille du vecteur reste toujours la même, ça veut dire que la vitesse a toujours une même valeur. Et un mouvement où la valeur de la vitesse est toujours la même est appelé un mouvement uniforme. Par contre, si la norme du vecteur vitesse diminue,
si on a des vecteurs vitesse de plus en plus petits. Ça veut dire que la vitesse diminue. On parle alors de mouvement décéléré. Finalement, si la norme du vecteur augmente, si on a des vecteurs de plus en plus grands, ça veut dire que la valeur de la vitesse augmente. On parle alors de mouvement accéléré. Et dans le futur qui va suivre, pour vous donner quelques lumières, même si ça ne va pas venir tout de suite, on sera amené à voir si, entre un point et un autre, le vecteur vitesse change. Et voilà, pour anticiper un petit peu ce qui va suivre plus tard, nous parlerons de certaines lois, en particulier des lois qu'on appelle les lois de Newton, qui nous diront que si le vecteur vitesse reste inchangé pendant le mouvement, ce qui veut dire donc qu'on a un mouvement rectiligne et uniforme, cela montre l'absence de forces qui agissent sur le corps. Ou alors la présence de forces mais qui s'annulent les unes aux autres. Alors que par contre, si nous observons un mouvement où le vecteur vitesse est altéré, soit en direction, soit en norme, ou même les deux, c'est un indicateur qu'il y a présence de forces qui agissent sur l'objet, et ces forces, c'est ce qui fait changer la vitesse de l'objet, ce qui fait changer le vecteur vitesse. Donc bref, un changement de vecteur vitesse est un indicateur de la présence de force. Et les deux sont liés à travers des relations mathématiques et à travers des lois qu'on appelle les lois de Newton. Je vous donne également ce petit tableau qui servira de résumé. Si vous voulez, voilà, ça peut aider à organiser un petit peu les idées. Alors bien sûr, vous avez vu que tout ce travail, je suis sûr qu'il faut revenir un petit peu en arrière, voilà ici, construire tout ce diagramme pour obtenir tous ces vecteurs force, ça peut demander quand même beaucoup de travail, si on fait tout ça à la main. Bien sûr, aujourd'hui, nous disposons d'outils technologiques et de software informatique qui, en vérité, nous permettent de faire ça automatiquement. Et si nous étions au lycée, eh bien, l'ETP là-dessus nous amènerait à utiliser l'ordinateur et un software d'analyse de vidéo, une vidéo sur laquelle on enregistrerait le mouvement d'un objet, et le software nous permettrait d'obtenir cette figure avec tous les vecteurs vitesse beaucoup plus rapidement, et même encore d'autres données mathématiques qui nous permettront d'analyser le mouvement de l'abeille sous d'autres aspects encore en termes d'accélération et autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu le software qu'on aurait utilisé et comment est-ce qu'on l'utilise. Alors bien sûr, chaque software est différent, il en existe toute une ribambelle. Moi, je vais vous montrer un exemple. L'utilisation du software demande une certaine habitude, jusqu'à ce qu'on connaisse quels sont les boutons à utiliser, quelles sont les fonctions à utiliser, comment est-ce qu'on le manipule. Et arrivé à l'examen du bac, en particulier à l'examen pratique, rassurez-vous, normalement, vous utilisez le software que vous avez manipulé en cours. Ce n'est pas juste un software comme ça choisi au hasard. Alors le software que j'ai choisi pour illustrer un petit peu la situation va être le software Tracker, mais on pourrait très bien en utiliser un autre. Alors tout d'abord, dans le software, on va importer la vidéo, le film qu'on a fait de l'objet en mouvement. Donc, tout simplement, comme dans un software classique, on peut aller ici à Fichier, Ouvrir, ou directement ici à travers l'icône, on va chercher notre fichier. Je vais prendre ici mon fichier et hop. Voilà, alors la vidéo que nous allons analyser est tout simplement ici une personne qui se déplace en vélo. Elle tient une balle dans sa main, une balle de tennis, et alors qu'elle se déplace, elle va lâcher la balle de tennis. Et l'objectif va être de suivre la trajectoire de cette balle de tennis en faisant une espèce de chronophotographie avec un pointage. Alors bien sûr, si la vidéo ici semble petite, il y a possibilité de zoomer pour mieux voir la balle de près si vous voulez. D'accord ? On peut déplacer ici. Alors avant de commencer à faire le pointage, première chose à faire dans la majorité de ces softwares, il faut placer notre repère. Donc un système d'axes X, Y, Z. Ici, comme la vidéo est seulement en 2 dimensions, il n'y a pas de profondeur, la balle va se déplacer vers l'avant et vers le bas. On doit donc considérer une direction horizontale, une direction verticale, 2 axes nous suffisent. Ici, dans le software Tracker, il s'agit de prendre ici cette icône. Le système d'axes apparaît et
en le traînant par son origine, je peux placer l'origine de l'axe où je veux. Alors voilà, ça n'a pas d'importance pour ce qu'on va faire ensuite. Je vais le placer par exemple ici. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, dans la majorité aussi de ces softwares d'acquisition vidéo pour étudier les mouvements, il faut définir l'échelle. Car en fait, le software n'a aucune idée, il ne comprend pas quelle est la taille des objets qu'il voit sur l'image. Il n'a aucune idée en vérité de quelle est la taille d'un vélo, d'un banc, d'un mur ou d'une fenêtre. Donc c'est à nous de définir pour le software quelle est la taille des objets. Donc normalement, pour ce faire, sur la vidéo, il y a un objet dont on connaît bien la taille. Alors par exemple, je vais dire que je connais bien la longueur de ce banc ici. Alors pour cela, on va chercher ici une option qui est l'option d'étalon. Je clique ici, nouveau, et par défaut ici, mon ordinateur a installé ça en portugais, bâton de calibration. Donc traitons maintenant du problème de la calibration des tailles. Donc je disais que je connais la taille de ce banc. Donc voilà, après c'est des petits détails de manipulation, mais il faut enfoncer la fonction Shift, la touche Shift. Ça va nous marquer l'extrémité du banc, je le place ici. Et puis, toujours sans relâcher le bouton Shift, j'indique ici l'autre extrémité du banc. Et ça me trace ici un petit bâton. Et je vais alors indiquer au software quelle est la taille de ce banc. Voilà, ici, représenté en mètres. Donc, voilà, ici, en réalité, je ne la connais pas, mais je vais inventer. Bien sûr, si on le faisait lors du TP, il faudrait le faire, bien sûr, absolument correctement. Donc, imaginons que ce banc a 2,5 mètres. Voilà. Je l'indique à partir de maintenant, et proportionnellement, le software comprend quelle est la taille de tous ces objets, les distances, les déplacements, etc. Donc ici, le banc sert d'échelle, sert de référence. Alors une fois qu'on a fait cela, on est maintenant pratiquement prêt à faire l'acquisition du pointage. Mais il faut définir ici quel est l'objet que l'on va étudier. Bien sûr, c'est la balle que le monsieur tient dans sa main. Donc on va dire ici au software qu'on va étudier un nouvel objet. Donc ça va être ici, nouveau, et on va étudier une nouvelle masse ponctuelle. Car je rappelle, les objets sont résumés à un point. On ne va pas étudier la rotation de la balle sur elle-même, c'est des choses qu'on a vues au début du chapitre. Donc, on va étudier une nouvelle masse ponctuelle, qui sera donc ici la masse A. On peut l'appeler comme ça, pas la peine de changer. On pourrait changer le nom et l'appeler balle de tennis, je ne sais pas, par exemple. Donc, une fois que cet objet est sélectionné, on va devoir marquer maintenant, à intervalle de temps régulier, la position de la balle pendant le mouvement. Sauf que ici, attention, l'image est extrêmement petite, ce qui veut dire que je vais avoir du mal à placer mes points de façon précise. Il convient alors, dans ce cas-là, de zoomer sur l'image pour bien voir où se trouve la balle de tennis. Éventuellement, peut-être un peu plus. Voilà. Maintenant, je la vois bien. Où est-ce qu'elle est la balle? Alors, selon les différents softwares, ça peut fonctionner de façon différente, mais dans celui-là, il faut simplement, pour marquer les différentes positions de la balle, enfoncer la touche Shift du clavier et cliquer sur le centre de la balle, bien au centre de la balle, pour dire où est la position. Et à chaque fois que je fais un clic, il place une position et avance la vidéo d'un frame, donc d'une image. On peut retrouver, si vous voulez, dans les définitions de la vidéo, l'intervalle de temps entre chaque image, entre chaque photo. Ici, si je ne me trompe, elle vaut environ 1/3 de seconde. Alors voilà, sur certains frames, c'est un petit peu difficile de voir où est en vérité la balle. Pas toujours facile. Bien sûr, si vous avez une vidéo de qualité qui n'est pas pixelisée comme celle-là, c'est beaucoup plus simple. Et je suis arrivé au dernier frame. On va remettre alors maintenant un zoom un peu plus éloigné. Et vous pouvez voir ici, donc, comme ici, les différents points qui ont été placés, qui tracent d'une certaine façon la trajectoire suivie par la balle, qui est ici une trajectoire parabolique. Maintenant que l'on a fait l'acquisition,
on peut maintenant jouer avec toutes les options du software. On remarquera que le software nous permet aussi d'obtenir toutes sortes de graphiques. Ici, la coordonnée des abscisses en fonction du temps, mais je peux très bien choisir plutôt la coordonnée des ordonnées en fonction du temps. Je peux demander au software qu'il me donne l'évolution de la valeur de la vitesse de la balle au cours du temps. Bon, ici, ça ne marche pas super bien parce que effectivement, nous n'avons pas ici fait un pointage de très bonne qualité car la vidéo est de mauvaise qualité. J'ai choisi ici un petit peu par hasard. Mais on peut obtenir toutes sortes d'analyses de grandeur en fonction les unes des autres, l'accélération en fonction du temps, etc., etc. Alors ici, pour revenir donc à ce que nous on faisait, eh bien je peux demander par exemple ici au software de me tracer le vecteur vitesse en différents points. Donc on le voit ici, on a ici cette option. Hein. Si je clique dessus, il me trace le vecteur vitesse. Alors ici c'est un petit peu le cafouillage, hein, parce que on a beaucoup de points les uns proches des autres. On va essayer de mettre ici un peu plus grand. Hein. Maintenant, je pense que l'on voit un petit peu mieux. Donc, c'est un peu le cafouillage parce qu'on a des points très très proches. Peut-être que je peux augmenter l'échelle du vecteur vitesse. Donc, par exemple, ici, dans cette option, non, pardon, dans celle-là, je ne sais pas, multiplier par exemple par 3, ce qui donne peut-être une meilleure vision du vecteur vitesse. Et puis, je n'ai peut-être pas besoin non plus de représenter tous les vecteurs vitesse. Donc, je peux éventuellement en éliminer quelques-uns. Mais en tout cas, ce software donc me permet de voir comment évolue le vecteur vitesse. Allez, je vais essayer d'en enlever quelques-uns. Voilà. Après, c'est juste jouer sur les définitions, sur les options. Il faut connaître un petit peu le software. Donc ici, pour enlever quelques-uns des points, pour que certains points ne soient pas considérés, je peux aller ici dans les options de la vidéo. Et ici, le pas. Le pas est défini sur 1, ça veut dire qu'il analyse tous les points marqués un par un. Mais je peux essayer d'en sauter quelques-uns. Imaginons, je vais faire ici un pas de 3. Ça veut dire qu'il va compter seulement les points de 3 en 3. Donc, je vais obtenir ici les vecteurs vitesse à chaque 3 points. Donc, voilà ce que ça peut me donner ici. Donc, hein, bien sûr, ça me donne moins de points, mais ça me permet de visualiser un petit peu mieux les vecteurs vitesse. On va éloigner ici un petit peu. Et donc voilà, ça me permet de voir que, effectivement, la balle, lors de sa trajectoire, a bien sûr changé en termes de direction. La direction du vecteur vitesse est constamment en train de s'altérer. Et puis, on a un vecteur vitesse qui a une norme de plus en plus grande. Ce qui montre bien sûr que la balle a ici un mouvement accéléré, étant donné que la vitesse est en train d'augmenter. Le vecteur vitesse ici est plus petit qu'à la fin. Donc voilà, après, on va travailler plus tard, donc, l'utilisation de ces softwares d'acquisition automatique pour voilà, nous faciliter un petit peu le travail en termes d'analyse des mouvements. On gagne énormément de temps plutôt que de faire tous les calculs et tous les tracés à la main. Voilà les élèves, j'espère que vous aurez tout compris. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et j'essaierai tant bien que mal d'y répondre. Au revoir tout le monde et à bientôt.